Yo la guilde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, vidéo news classique et il y a pas mal de sujets, un drama PVP avec pas mal de joueurs ban puis des bans, l'event mondial du fléau sorti en avance et je vous fais également un retour sur les différents sondages que j'ai pu faire et je réponds également à certaines de vos questions. Sur ce, c'est parti! Vous êtes encore plus de 50% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas être abonné, donc pour ne pas manquer les prochaines news et guides sur WoTK Classique, abonne-toi et active la cloche. Tu peux également rejoindre la chaîne pour débloquer des vidéos exclusives que j'ai développées spécialement pour WoTK Classique, comme par exemple mon guide sur le paladin en AOE, donc l'édition WoTK pour monter du 20 à 58 en AOE. Il sera probablement débloqué pour tout le monde, mais plus tard. Vous avez aussi le guide sur l'aspect Preg, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et ben c'est ici. Et également l'aspect Prot PVP pour WoTK. Et il y a aussi pas mal de vidéos sur du Farm Gold et plein de conseils. Et ça m'aide énormément pour faire avancer la chaîne, donc merci beaucoup. Alors, pour commencer, eh bien on commence avec cette news bannie pour avoir joué les objectifs PVP. Je vous fais un petit peu la version courte, vous avez l'article, vous avez le lien en description, tous les articles que je vous donnerai ainsi que les sondages seront tous en description si vous voulez les lire au calme après. Mais en gros ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelques jours on a eu une grosse vague de ban en fait, tout simplement en PVP, des gens qui étaient bannis avec la raison suivante d'AFK en BG tout simplement, ou d'avoir triché en BG. Et du coup Blizzard a corrigé ça par la suite parce que ça avait provoqué vraiment une tollée, beaucoup de joueurs se sont plaints qui n'avaient jamais AFK, qu'ils avaient joué les objectifs, et il y a en fait un MJ, enfin un MJ, ce qu'on appelle un MJ ou un poste bleu sur les forums comme vous voulez, qui a répondu la phrase suivante: si vous partez seul pour défendre une tour isolée sans le soutien de votre équipe et que vous ne rencontrez jamais d'ennemis contre qui défendre la tour, eh bien c'est pas vraiment participer. Sur Reddit et Twitter on a eu vraiment des posts vraiment incendiaires envers cette personne qui concrètement on disait bah voilà, le mec a jamais fait de PVP de sa vie, et puis du coup sa réponse était complètement à côté de la plaque. Moi je vois ce qu'il veut dire à travers cette réponse. Ce qu'il veut dire c'est que effectivement ça arrive que dans certains champs de bataille il y a des personnes qui profitent, notamment à Alterac parce que c'est assez chill, on est 40 hein, donc du coup on peut difficilement surveiller tout le monde, et parfois il y en a qui vont aller par exemple tout en défense dès le début du champ de bataille, donc vraiment tout en haut, et rester tranquillement dans une tour et rien faire en fait, et attendre, et puis quand le mec arrive, lui en train de regarder sa série, il se fait tuer, il réapparaît au sim, et puis le BG est déjà quasiment terminé. Ça arrive effectivement ce genre de comportement. Honnêtement, là j'ai fait un personnage full stuff, j'en ai pas vu tant que ça des AFK. Vous me direz en commentaire si vous en avez vu beaucoup. Personnellement, j'ai pas eu l'impression d'en avoir beaucoup, parce que j'ai connu d'autres périodes, peut-être je ferai même une vidéo dédiée par rapport à ça, il y a une période où il y avait vraiment beaucoup de gens qui utilisaient des bots en BG, mais bon là c'est pas vraiment le sujet. D'autre part, la deuxième chose qui avait provoqué beaucoup d'énervement aussi, c'est le fait que les sanctions ne soient pas automatisées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de soupçons également contre les teams russes, hein, pour ceux qui en ont croisé. On a des pré-made russes, qui est un peu un scandale en soi, puisque nous, on peut plus faire de pré-made, mais les Russes peuvent encore, parce qu'ils sont pas mélangés avec les autres corps de bataille hors l'équipe en face, hein. Ils sont pas mélangés avec nous, entre guillemets, ils sont mélangés entre eux, entre leurs serveurs russes, mais ils peuvent jouer contre les autres. Et ça fait qu'ils peuvent continuer à pré-made en étant sur Discord, etc., puisqu'ils tombent à peu près toujours, le même serveur tombe ensemble. Donc ça fait qu'ils se retrouvent avec des équipes beaucoup plus organisées, et apparemment il y a des soupçons comme quoi ils reporteraient en masse les joueurs occidentaux et que ça aurait provoqué des sanctions derrière. Et en fait le fait qu'ici ils répondent que l'application des sanctions n'est pas automatisée, et ben ça a créé pas mal de drama derrière, puisque on a eu des tests ici qui ont été faits par exemple par Stay Safe TV qui s'est fait report massivement par des joueurs, et on voit que il y a des sanctions, certaines sanctions sont automatisées, comme par exemple le mute, qui fait que quand vous avez un certain nombre de reports, vous ne pouvez plus parler dans le jeu, vous ne pouvez plus communiquer, ça vous déconnecte, et puis après quand vous reconnectez vous pouvez plus parler, donc ça peut durer une semaine par exemple. Mais a priori il a bien été confirmé que les bannissements notamment liés au PVP ne sont pas 100% automatisés, et qu'il y a quand même une review de la part de certains MJ. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment, voilà, il s'est marqué elles sont basées sur vos actions, données fournies par elles sont basées sur vos actions et sur vos données fournies par vos actions. Donc du coup, c'est vrai que si on joue la défense, hein, par exemple vous êtes à Arati et vous jouez la défense de l'écurie, vous n'êtes pas forcément inutile, et pourtant vous n'allez pas faire de dégâts, vous n'allez pas faire vraiment de heal parce qu'il n'y a personne à porter, et pourtant vous avez joué un rôle essentiel, et vous avez un rôle dissuasif. Peut-être personne va venir, alors que si vous n'étiez pas en défense, eh bien quelqu'un serait venu prendre le point. Donc c'est vrai que si on se base uniquement sur des logs et des reports, on peut avoir des faux positifs et bannir un joueur qui potentiellement on pense qu'il a AFK, alors qu'en fait non, il a défendu un point. Donc
il faudrait un peu plus, je pense, que juste des données. Il faudrait éventuellement, par exemple, quand il y a un report, eh bien qu'il y a un enregistrement du point de vue du joueur pendant peut-être 1 ou 2 minutes, et comme ça après on a les données, plus éventuellement un enregistrement vidéo, et là on aurait vraiment peut-être quelque chose de concret. Moi je pense qu'il faudrait vraiment mettre en place un tribunal, que ce soit pour les bots ou que ce soit pour les joueurs, c'est-à-dire que quand on fait un report, ça rentre dans une base de données, et après on puisse spectate de manière anonyme des joueurs, hein, j'entends même pas des MJ, on puisse spectate un petit peu comme le tribunal de LoL, des joueurs, par exemple, voilà, tel joueur a été report X fois pour bot, et donc du coup vous allez pouvoir vous connecter sur son point de vue, hein, vous n'avez pas son pseudo, vous savez pas sur quel serveur il est, etc., mais vous pouvez le regarder jouer pendant, je sais pas, 10-15 minutes, et vous pouvez voter, est-ce que c'est un bot ou pas, est-ce qu'il mérite une sanction ou pas, et comme ça, s'il y a plusieurs centaines de joueurs qui vont voter en disant ok c'est un bot, vous avez à 99% les joueurs ils ont dit que c'était un bot parce que vous voyez le mec jouer, il fait toujours les mêmes actions, il se bloque dans les murs, voilà, vous savez, enfin maintenant les joueurs savent reconnaître un bot, hein, on a assez d'expérience, et ben là on aurait un bannissement. Si Blizzard ne veut pas mettre en place des moyens humains et de mettre des vrais MJ dans le jeu, à ce moment-là il faut qu'ils mettent des outils à disposition pour les joueurs pour qu'on puisse faire le ménage nous-mêmes, hein, je ne sais pas, c'est une option je pense qui est tout à fait valable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, cette histoire et ce MJ, je pense, un peu maladroit, qui s'est mal exprimé selon moi, a fait vraiment beaucoup de bruit cette semaine. Et je pense que vraiment, il faut qu'il réfléchisse à 2 fois avant d'écrire des énormités comme ça sur les forums. Et l'information suivante, c'est tout simplement l'événement du pré-patch qui a été accéléré, avancé par Blizzard. Qui était censé se dérouler sur plusieurs jours, et on a sauté directement à la phase 6. Hein. Vous avez pu le constater ces derniers jours, c'est vraiment l'apocalypse. Regardez ici, c'est l'invasion de zombies dans la zone de PVP d'Ogrimmar, ou encore à la Hala, on a des invasions, ou à Shattrath, des fois j'ai vu des armées complètes de ghouls. Alors je crois qu'elles sont passées neutres maintenant, c'est devenu un sanctuaire Shattrath, ce qui est pas plus mal, au moins on a un point de repli. Mais j'ai vu des invasions de ghouls à Shattrath, j'ai vu des invasions de ghouls à Stormwind, on pouvait pas traverser la ville sans se faire défoncer. Donc voilà, on a même les bas levels comme ça qui sont un petit peu embêtés. Et je pense que c'est aussi pour ça que Blizzard a un peu raccourci l'event, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui jouent actuellement, et qui, sur leur peu de temps de jeu, pour certains qui rentrent du travail, bah malheureusement ils n'arrivent pas à faire leur quête, ils n'arrivent pas à avancer sur leur personnage, et ça les embête. Donc je peux comprendre la logique derrière ça. En tout cas c'était assez rigolo comme event. Vous aurez, je me trompais d'article, vous aurez la possibilité, du coup il y a des nouvelles quêtes qui ont été rajoutées, hein, donc la plupart des quêtes apparaissent pendant la 4e phase de l'invasion, vous pouvez faire plein de nouvelles quêtes. Et vous avez évidemment donc à Karazhan, il y a une nouvelle quête qui se fait directement dans KZ, où vous pouvez récupérer donc sur le prince Terins Bourbassang l'éventreur en arcanite, hein, qui permet de faire cette animation guitare électrique beaucoup trop stylée, et vous ne pourrez plus l'avoir après, donc je vous invite à aller le chercher, c'est vraiment très sympa. Vous aurez également pas mal d'items qui seront bientôt disponibles pendant l'événement, qui vous permettront d'avoir des pièces épiques avec un set un peu spécial, un peu spécifique lié à cet event, qui sera un bon moyen d'équiper vos sésames. Donc ça peut être très intéressant également d'aller simplement, pour ceux qui sont vraiment les plus feignants d'entre vous, mais qui ont sésame, qui veulent quand même avoir un minimum d'équipement, je vous conseille d'aller chercher au moins l'arme PVP à minima, et après vous aurez cet événement pour aller chercher pas mal de pièces en fonction de votre classe, histoire de bien attaquer votre phase de leveling. Ensuite je vous ai lancé pas mal de sondages sur les derniers jours. Déjà ça concernait l'outil de recherche de groupe, donc le nouvel outil a bien été intégré actuellement, hein, pour rappel il remplace le système de recherche aléatoire. J'aimerais bien faire une vidéo dédiée à ça d'ailleurs, un petit peu poser le pour et le contre de cet outil, donc le fait qu'on ne l'ait plus, et qu'est-ce que ça serait, quels seraient les effets bénéfices de la recherche aléatoire, et quels sont les effets bénéfiques du coup de la recherche de groupe, on va dire semi-manuel. En tout cas, vous êtes 64% à utiliser le nouvel outil de recherche de groupe, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et également, il y a beaucoup de retours très positifs. J'ai été très surpris de vos commentaires. Ça a l'air de vous plaire, en tout cas dans l'état. Vraiment pas mal de réactions positives à ce niveau-là. Je vous laisserai lire les commentaires. Donc tant mieux si ça vous fait plaisir, c'est que c'est plutôt une bonne démarche de la part de Blizzard. Donc affaire à suivre sur Wotelka. Ensuite vous avez demandé quel était le combat de raid pré-nerf le plus difficile, donc de Wotelka original, hein, j'entends. Et donc j'ai que 5 possibilités de vote, hein, donc j'ai dû faire des choix, j'ai pas pu mettre tous les boss. Peut-être que j'aurais dû mettre, on m'avait dit Anub 25 HM éventuellement à la place de Sartarion. Peut-être il avait raison, c'était Robin qui m'avait fait la suggestion. Donc voilà, vous pouvez toujours le préciser en commentaire. En tout cas, c'était Yogg-Saron qui ressort avec 47% des votes quand même. Comme quoi, c'est avec 0 gardien, donc c'est à Ulduar, hein, c'est pas c'est des modes activables directement avec certains événements sur les boss. Et
là, il faut ne pas activer les gardiens, et vous avez la version de Yogg 25 HM, la plus difficile, qui normalement, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne l'ai jamais fait à l'époque, il faut arriver à le tuer avec 0 gardien pour faire Algalon. Voilà, sauf si j'ai rien compris, mais a priori c'est bien ça, qui est le boss caché, le dernier boss d'Ulduar. Mais Yogg Saron a l'air a priori vraiment le plus difficile, avec suivi derrière de Lich King 25 HM. Autre drama de la semaine, c'est également les files d'attente. Nous, c'est vrai que côté français, on n'a pas eu trop de problèmes pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que Wotelka n'est pas encore là, et franchement, je serre un petit peu en me disant j'espère que ça va pas arriver chez nous parce que ça va vraiment être très chiant. Et bon, déjà il y a eu les serveurs fraîches, donc les 2 nouveaux serveurs qui ont été ajoutés. En gros, Blizzard n'a pas voulu prendre de risques et ne voulait pas qu'on ait des trop petits serveurs pour les serveurs fraîches. Ils auraient pu faire un serveur par langue, et finalement ils ont dit bon, on va faire des gros serveurs et on va faire un serveur PVP et PvE pour l'Europe. Et pareil pour les US. Et donc du coup, ce que ça a fait des méga serveurs, sauf qu'on s'est retrouvé avec des files d'attente qui peuvent aller jusqu'à 6-7 heures en certaines périodes de pointe. Donc c'est juste inaccessible en fait. Donc du coup je me suis dit, mais du coup il y a pas mal de gens qui vont arrêter, et effectivement vous êtes 33% de ceux qui se sont lancés sur Fresh à avoir arrêté, et effectivement il y a pas mal de commentaires très négatifs à ce niveau-là, donc c'est assez dommage je trouve, puisque je pense que les serveurs Fresh ont plu initialement à beaucoup de monde, et ils vont être un peu délaissés pour cette raison. Je pense que Blizzard a dû vraiment augmenter la capacité des serveurs et faire juste plus de layers. Bon, ils l'ont pas fait pour d'autres raisons, peut-être des raisons économiques, on n'a pas tous les détails, mais en tout cas, c'est vrai que là, il y a beaucoup de plaintes des joueurs anglais notamment sur le fait que on peut tout simplement pas jouer correctement sur les serveurs fraîches, et c'est bien dommage, et j'espère sincèrement qu'on va pas avoir les mêmes problèmes sur la sortie Wotelka. Il faut vraiment que Blizzard réfléchisse au dimensionnement des serveurs, ou qu'ils mettent peut-être des migrations très rapidement disponibles vers les plus petits serveurs pour ceux qui veulent pas attendre. Je ne sais pas, mais j'espère qu'ils vont régler la question. Aussi, je vous avais fait un petit sondage il y a 7 jours, c'était est-ce que vous êtes pour ou contre le up de e-level d'Ulduar. Pour la petite histoire, donc Blizzard réfléchit à comment équilibrer un petit peu le e-level, notamment par rapport au Colisée qui était sorti. Déjà c'était un raid qui n'était pas vraiment prévu initialement, qui a été un petit peu inséré à la va-vite, et le e-level était vraiment beaucoup plus élevé qu'Ulduar, ce qui fait que tout le monde a arrêté de faire Ulduar et est parti se stuffer dans le Colisée, qui était un petit peu beaucoup moins travaillé, moins intéressant que l'Ulduar, mais comme le stuff était broken, tout le monde faisait le Colisée et tout le monde a arrêté l'Ulduar. Ce qui est un peu dommage, parce que la plupart des joueurs n'avaient jamais fait intégralement l'Ulduar. Les hardmode étaient quand même assez difficiles, il y en a beaucoup qui n'avaient jamais vu Algalon, et là Blizzard veut que, entre guillemets, on profite au maximum d'Ulduar, ce que je trouve une bonne chose, parce que c'est probablement un des meilleurs raids, si ce n'est peut-être le meilleur raid de l'extension, le deuxième étant pour moi ICC, mais Ulduar, vraiment, si vous le faites jusqu'au bout et vous le faites vraiment à fond, c'est quand même assez stylé. Et je trouve que c'est une très bonne idée de Blizzard d'essayer de trouver une solution comme ça pour qu'on profite au maximum d'Ulduar. Et ils avaient évoqué deux possibilités. Donc la première possibilité qu'ils avaient envisagée, qui n'avait pas plu du tout aux joueurs, c'était le fait de réduire le e-level du Colisée. Et les gens, ça leur plaisait pas. Ils disaient on va réduire le e-level, c'est chiant en fait. Et du coup ils ont fait l'inverse. Ils ont dit ok, on va améliorer le e-level de Ulduar. Donc a priori le gear normal de Ulduar va augmenter de manière générale en e-level, et le stuff héroïque va augmenter également. Je vous avais fait la vidéo, vous avez le lien en description si vous voulez la revoir et voir de quoi je parle exactement. Mais en tout cas, vous êtes plutôt pour à 80%, et je suis assez content de ce résultat, puisque je trouve que c'est une très très bonne idée d'augmenter le e-level du Ulduar. Ça va vraiment encore plus augmenter la hype par rapport à ce raid qui est déjà insane de base, mais là vraiment, ça va déterminer les joueurs à vouloir clean les HM et aller choper vraiment des pièces ultra broken pour pumper votre personnage et avoir des stats de porc. Je vous avais fait un petit commentaire également, quels sont les meilleurs noms de guildes que vous avez pu voir d'en haut, et je vous laisserai en commentaire. Donc il y a pas mal de noms de guildes assez rigolos, je vous laisserai aussi regarder ce petit post que j'ai bien aimé, et il y a certains noms de guildes qui m'ont vraiment fait marrer. Ensuite je réponds à certaines de vos questions que vous m'avez laissées en commentaire. Donc on a assez qui dit ça va être combien le ReRes, il y a des nouvelles infos là-dessus, je sens bien l'entourloupe venir d'un ReRes aux alentours de 30 balles, et oui il faut bien payer l'IA qui gère ça. En fait, on n'a pas les prix, évidemment, aujourd'hui. Honnêtement, je penserais entre 15 et 25 euros. Je vous ferai d'ailleurs un sondage à ce niveau-là, peut-être à la suite de cette vidéo, comme ça on essaiera, je vous mettrai, allez, on va dire de 10, même si ça m'étonnerait que ce soit 10 euros, mais on va mettre de 10, allez, à 60 peut-être, de 10 à 60 euros, soyons fous, comme ça on aura vraiment un avantage large, et puis on saura une petite moyenne pour essayer de deviner. Moi, mon avis personnel, c'est que Blizzard ne va pas forcément le mettre hyper cher. Pourquoi ? Parce que ça peut être un outil
ultra puissant pour rééquilibrer les serveurs en faction. On sait que c'est un combat de Blizzard actuellement, enfin, d'après ce qu'ils ont dit, c'est un combat de Blizzard pour rééquilibrer les différents serveurs en population. Ils essaient de faire en tout cas un gros effort à ce niveau-là, et je pense que cet outil va être vraiment un des plus importants pour arriver à atteindre leurs objectifs. Si le prix est trop cher, les gens seront peut-être moins enclins à migrer. Donc je suis pas sûr qu'il soit aussi cher que ça, mais bon, je me trompe peut-être. J'espère que ça sera aux alentours, en tout cas entre 10 et 15 balles, ça serait vraiment nice. Raclette Cheese, très bon pseudo. Par contre, la recherche de BG n'est toujours pas automatique. S'il faut rester à côté du PNJ pour tag, c'est la mort du PVP. Alors, ce sera pas la mort du PVP, mais je suis d'accord avec toi, je n'ai pas compris pourquoi on n'avait pas la possibilité sur le pré-patch de pouvoir stack de n'importe où. Déjà, je me souviens pas si à l'époque on pouvait le faire dès le début de la sortie de WTLK, j'ai vraiment perdu la mémoire à ce niveau-là. Est-ce que vous vous souvenez à l'époque de la sortie, est-ce qu'on pouvait tag de n'importe où? Moi personnellement, je m'en souviens pas, mais c'est vrai que ça, enfin, technologiquement on peut le faire, et franchement c'est trop chiant d'aller au PNJ, t'as envie de, je sais pas, d'aller farmer des mobs pendant l'attente, surtout côté Horde, hein, parce que côté Alliance on n'a pas d'attente, hein, encore une fois, mais côté Horde je pense que ça peut être vraiment sympa de pouvoir taguer de n'importe où. Donc j'ai pas de réponse vraiment à t'apporter à ce niveau-là, mais je pense que oui, voilà, mon avis c'est qu'ils vont le mettre en place au courant de WTLK, voire sur la sortie de WTLK, en tout cas je l'espère fortement. Message de Pulp as, je ne vois pas les serveurs fresh sur l'appli. Les serveurs fresh ne sont pas sur l'application, ils sont sur ta liste des serveurs. Donc quand tu connectes, tu fais autre serveur, tu sais, sur ta feuille de personnage, en haut tu as autre serveur. Et là tu as les listes des différents serveurs, et donc il faut choisir les serveurs fresh. Le nom des serveurs fresh c'est Tekal et Giant Stalker, donc n'hésite pas à aller dessus, mais bon tu verras, le problème c'est qu'il y a énormément de files d'attente, donc ça m'étonnerait que tu arrives à te connecter. Je savais même pas que les serveurs fresh étaient surpeuplés, je m'attendais à ce que ça bide à mort, mais effectivement en fait c'est pas que je pense que on avait vu qu'il y avait à peu près 20 à 30% des joueurs qui étaient intéressés, ce qui était en soi pas trop mal, parce que 20 ou 30% de la communauté, c'est quand même pas mal, et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont repris en même temps, donc l'un dans l'autre, quand tu mets quand même 20 ou 30% de tous les serveurs intéressés, au final ça fait quand même beaucoup de joueurs. Je pense que si Blizzard avait doublé simplement le nombre de serveurs qu'il y aurait eu, je pense qu'on n'aurait pas eu de file d'attente. Donc encore une fois, Blizzard a mal évalué les besoins de la communauté. Harddeck qui nous dit Hello Camille, pourrais-tu faire une tier list des classes n'ayant pas besoin de stuff PvE pour être compétitif en PvP? Ce serait génial, genre STR, pas besoin de stuff PvE. Une autre tier list que j'aimerais voir, ce serait une tier list dédiée au skill cap par classe. Merci pour ton boulot de dingue. Alors comme je vous avais fait un post d'ailleurs il y a pas longtemps pour vous dire qu'on allait refaire une vidéo avec HRK sur le PVP, on avait fait une vidéo tier list, je vous la mets également en description. C'est une vidéo qui a beaucoup plus que ce que j'imaginais, parce que quand je faisais des vidéos PVP sur TBC, ben ça intéressait pas grand monde, donc du coup je n'avais fait quasiment aucune vidéo PVP sur TBC, mais là je m'aperçois que vraiment ça vous intéresse, que vous répondez bien, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de retours, et vous nous avez demandé de faire une tier list des compositions d'équipe, donc on est en train de travailler là-dessus, ils m'ont envoyé les différentes compos, je vais préparer la tier list, on va en discuter. Pourquoi pas évoquer ce point-là si on y pense, mais c'est vrai que oui, il y a des classes qui sont plus dépendantes du stuff PvE pour PvP, notamment moi j'ai fait des guides sur le Palpreg et le Palprot, et c'est vraiment des specs qui deviennent ultra broken quand on arrive à faire du PvE. Pourquoi? Parce que c'est des specs qui sont tanky de base et qui ont un peu moins besoin de résilience. Mais après t'as beaucoup de classes comme la plupart des DPS en finale qui sont déjà en fait extrêmement forts de base, comme par exemple le Chamelem, le démo, des choses comme ça, qui ont joué vraiment avec beaucoup de rési pour pouvoir tanker quand même les cacs. Donc après peut-être qu'ils vont pouvoir aller chercher, tu vois, un trinket PvE, des choses comme ça, mais je dirais que la plupart des casters déjà sont un peu moins dépendant du PvE, et c'est beaucoup certaines spé et classes bien spécifiques qui peuvent se permettre de mettre beaucoup de PvE, mais il faut vraiment vous dire que sur WTLK la résilience est vraiment très importante, elle est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était à l'époque, parce que les joueurs sont meilleurs et du coup font beaucoup plus de dégâts, et la méta que j'ai observée sur serveur privé, c'est vraiment une méta résilience avec beaucoup de gemmes, joaillerie, résilience, ils mettent de la rési partout pour arriver à tanker les différents dégâts, parce que les classes font beaucoup plus mal et le burst est beaucoup plus violent je trouve que sur TBC, mais ça fait des games plus dynamiques et plus courtes, voilà. Mais on en parlera aussi, enfin j'essaierai d'en parler avec HRK qui a plus d'expérience que moi, donc on verra ce que lui il en pense. Nous sommes bientôt 4000 sur le Discord, donc voilà, il s'est vraiment bien développé, il y a beaucoup d'activités. Si vous avez des questions, vous voulez discuter ou WTLK, n'hésitez pas, on a des salons Theory Craft pour ceux qui ont des questions, des centres d'ad. Pour le PVP, vous pouvez mettre vos meilleurs screens de roulage de BG, vous pouvez faire des demandes de vidéos, il y a également un chat privé pour les membres YouTube. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'être arrivé jusque là de la vidéo, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, salut à tous, salut Guild, ciao bye.